Bonjour à tous et à toutes. Je réponds au nom de Jara Mariam. Je suis chargée administrative et comptable à l'entreprise 1 Simple 1. Je serai l'animatrice de ces webinaires. Au nom de toute l'équipe de l'entreprise 1 Simple 1, nous vous souhaitons la bienvenue à notre webinaire portant sur la sécurité informatique et la protection des données. Cet exposé sera présenté par M. Sidibé Tchemoko. Alors, dans le calendrier, nous allons voir au point 1 la présentation du formateur. Ensuite, la présentation de l'entreprise. Et après, le formateur va nous édifier sur la digitalisation et l'importance des données, sur les statistiques des données et les différentes données à protéger, le cycle de vie des données et comment protéger ces données durant leur cycle de vie. Il va également nous parler de la gouvernance de la gestion des données et les meilleures pratiques en matière de la protection des données. À l'issue de sa présentation, vous aurez droit à une séquence de questions et réponses. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions et à les noter à côté. Alors, qui est Sidibé Tchemoko? Tchemoko Sidibé est le président fondateur de l'entreprise 1 Simple 1. Une seconde. Lucidi, tu peux changer l'acétate un peu, s'il te plaît? Il a le MBA en technologie de l'information avec 15 ans d'expérience. Il est détenteur de plusieurs certifications, telles que en CCSK, en ISO 27001, en ITIL 4MP, en ServiceNow CSA. Il est également un formateur agréé en ISO 27001, en ITIL et en COBIT. Probablement, certains d'entre vous se posent la question, qui sommes-nous? Alors, 1 Simple 1 est une entreprise en technologie de l'information, spécialisée en services conseils. Elle a été créée au Canada depuis 2012 et est présente au Mali depuis fin 2018. Comme offre de formation, services et produits. Lucidi, peux-tu changer l'acétate? Nous proposons des formations en ISO 27001, en 27002, en COBIT, en ITIL, en marketing digital et autres. Nous proposons des services en audit informatique, en placement TI, en externalisation d'archives, en location d'équipements informatiques et en implémentation de processus informatiques. Nous proposons également des solutions telles que Archico, Collab, ITSM, applications sur mesure. Nos différents clients sont Orange Mali, Orabank, le gouvernement du Canada et du Québec, Desjardins, autres. Nous collaborons également avec des partenaires tels que EHEAD Technology, PCB, CGI et PeopleCert. Sans plus tarder, je laisse la parole à M. Sidibé Tchemoko pour commencer son exposé. J'espère que vous allez passer un très bon moment parmi nous. Merci. Monsieur Sidibé? Oui, merci beaucoup, Mariam. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Oui, on vous voit ici. OK. Tout le monde voit mon écran également? Oui? Vraiment, tu vois mon écran? Oui, je vois l'écran, mais je vais m'assurer d'abord que tout le monde arrive à vous parler, quoi. Est-ce que quelqu'un d'autre peut parler? Vous pouvez juste activer le micro pour parler, quoi. So. Pareil ici. Micro, ça va être plus facile pour moi comme ça. Donc, bonjour tout le monde. Je vois des noms, je vois certains que je connais. J'ai déjà rencontré déjà. Et puis, il y en a d'autres que je ne connais pas. Donc, dans tous les cas, bienvenue à ce webinaire sur la protection des données en termes de sécurité. Donc, merci à Mariam qui a introduit et puis Sidi qui va nous accompagner à la fin également. Donc, 1 Simple 1, je pense que la plupart d'entre vous, si vous êtes là, c'est que vous avez un intérêt dans la sécurité et dans la protection des données. Donc, avant de parler de la protection des données, il faut d'abord parler de la digitalisation. D'où viennent les données, l'importance des données, tout ça. Aujourd'hui, c'est une présentation courte.
qui va avoir vocation à vous expliquer l'importance de la protection des données et également les solutions que les entreprises peuvent adopter pour protéger leurs données. Donc, actuellement, je pense que tout le monde ici a un de ces comptes-là, soit Facebook, WhatsApp, LinkedIn et autres. Donc, on parle également des données en termes de e-banking. Donc, je vois certains ici, dont je connais le nom, qui travaillent dans les banques. Donc, quand on parle de e-banking, on parle de rendre disponibles les données des clients pour qu'ils puissent consulter leurs profils, recevoir des SMS, exemple, sur leur solde bancaire. Ça peut être également aller regarder, faire une demande de paiement. Exemple, je vais payer EDM, je vais payer Somagep, je vais payer un des fournisseurs. Nous, on le fait à partir d'ici, de toute façon. Donc, ça peut être également mobile money, les move money, tout ça. Ça peut être également dans tout ce qui est marketing digital. Actuellement, avec vos données, vos profils, exemple, quand vous créez un compte sur Facebook, WhatsApp, ça paraît gratuit. Mais en réalité, on fournit nos données à Facebook, à WhatsApp, à LinkedIn, tout ça. On lui dit un peu qui je suis, mon nom, mon prénom, ma date de naissance, c'est quoi mes intérêts à travers tous les likes que vous faites et puis où est-ce que j'habite, tout ça. Donc, on peut utiliser ces informations-là plus tard pour vous faire des campagnes de publicité ciblée. Donc, si je sais que, exemple, Madame Diarra habite au Mali, elle est à Bamako et elle a un intérêt dans tout ce qui est comptabilité, parce que c'est tous les sujets de comptabilité qu'elle est en train de liker, tout ça. Je peux faire la publicité ciblée sur des gens dans un certain tranche d'âge, exemple entre 18 et 45 ans ou 18 et 50 ans, des gens qui aiment la comptabilité. Donc, elle va voir ça dans son browser quand elle est en train de scroller sur l'Internet. On parle également d'archivage de données. Tantôt, Mariam Diarra vous a parlé qu'on fait l'archivage des données. L'archivage des données, ça consiste entre autres à prendre le document physique, numériser et à garder les informations pertinentes qui vont aider l'entreprise à monter l'intelligence pour aller chercher tout ce qui est prendre une décision rapidement pour consulter le profil d'un client, ainsi de suite. Donc, tout ceci, on parle de la digitalisation. Puis la digitalisation, on parle également de tout ce qui est continuité des affaires. Donc, en cas de sinistre, le fait qu'on a digitalisé nos données, ça peut nous aider beaucoup. On peut récupérer nos données. Exemple, avant, si on mettait le feu dans un data center, c'était la panique dans le monde. Tout le monde disait, mais comment on va faire? On a perdu 2 ans, 3 ans de travail. Maintenant, si l'inondation ou le feu prend dans une salle de serveur, c'est pas la fin du monde. Parce que la plupart du temps, ces données-là sont backupées et puis sont sur des serveurs qui sont en remote, qui sont dans d'autres zones géographiques. Donc, le risque est vraiment plus faible. Donc, tout ça pour vous parler les données sont omniprésentes dans notre vie quotidienne, que ce soit WhatsApp, LinkedIn et autres éléments qu'on utilise, que ce soit du mobile banking qu'on fait tous les jours, que ce soit au niveau du marketing digital, que ce soit au niveau de l'archivage, au niveau de la continuité, ainsi de suite. Donc, la digitalisation, comme on peut voir, apporte un lot d'efficacité et d'efficience presque dans tous les domaines. Mais elle nous apporte également à nous pencher sur l'importance de protéger ces données-là. Parce que, exemple, je suis la banque, je ne veux pas nommer le nom d'une banque, et je reçois plein d'informations de mes clients. Donc, j'ai la responsabilité de protéger les données de mes clients tout au long du cycle de vie, que je garde les données sur ce client-là. Donc, quand tu ouvres le compte d'un client, il va t'amener dans la plupart du temps un formulaire papier avec sa photo, tout le reste, mais je dois protéger toutes ces informations-là parce que si ces informations-là tombent dans les mains d'une mauvaise personne, la mauvaise personne peut prétendre être le client et puis demander des services à son nom ou agir à son nom ou récupérer ses identifiants et ses mots de passe pour faire des mauvaises actions à son nom. Et puis après ça, vous aurez une mauvaise publicité et c'est pas sûr que le client dont les données ont été exposées sur l'Internet va vous faire confiance une deuxième fois pour gérer ces données.
Donc, c'est pour ça qu'il est important de protéger cette. Jusqu'à date, est-ce que ça va bien? On parle de. Je vois ici les noms Bino, Mariko, Yalko et tout ça. Est-ce que ça va? Vous arrivez à suivre? Le son est bon? Continue? Donc, qu'est-ce qu'une donnée? Donc, une donnée, c'est l'information. Ça peut être un fait, ça peut être un chiffre. C'est une information de base sur laquelle on peut utiliser pour prendre des décisions rationnelles. Et ici, c'est la définition de données dans l'Office de langue française du gouvernement du Québec, que je connais bien. Donc, c'est ça qu'on l'a pris comme tel. Donc, quelles sont les caractéristiques en termes de sécurité lorsqu'on parle de données? Ben, on s'assure que la donnée, elle doit rester confidentielle. C'est-à-dire que les données, seulement les gens qui ont droit à la donnée doivent le savoir. Exemple, si j'utilise une application mobile pour accéder à mon compte, il devrait avoir juste moi qui a l'identifiant et le mot de passe ne doit pas être partagé par tout le monde. Aussitôt que c'est partagé par tout le monde, ce n'est plus confidentiel. Donc, on a un bris de sécurité. Donc, il faut que la donnée doit rester également intègre. Quand on dit la donnée doit rester intègre, ça veut dire que la modification doit être permise seulement par les gens qui ont le droit de modifier. Donc, si je suis Timoko, je modifie la donnée et ça veut dire que j'ai le droit de le faire. Mais quelqu'un d'autre, exemple un hacker, même s'il s'essaye, ne devrait pas pouvoir modifier la donnée. On parle également de la disponibilité de la donnée. La donnée doit rester disponible en tout temps pour les gens qui ont droit. Donc, si je veux consulter mon solde, je devrais pouvoir être capable de consulter mon solde bancaire. Jusqu'à date, est-ce que ça va? Est-ce que vous avez des questions par les participants? Puis, si vous avez d'autres questions aussi, n'hésitez pas à les noter à la fin. Merci. C'était juste pour dire que tout va bien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à les noter. Puis, vous pouvez aussi me les poser au fur et à mesure. Donc, ici, pour insister encore, emphaser sur l'importance des données, disons que actuellement, on dit que dans le monde, la chose qui a la plus grande valeur n'est plus le pétrole. C'est maintenant considéré comme les données. C'est pas moi qui le dis, c'est le magazine Economist qui le dit. Donc, je mets le lien. Vous pourriez aller voir le lien plus tard. Comme ça. Bon, pour ceux d'entre vous qui sont capables de lire en anglais, vous pourriez aller voir les données, puis vous pourriez voir toutes ces informations-là ici. Donc, c'est côté anglophone. Ici, par rapport le coût de la fuite des données. Donc, on entend tout le temps sur les médias que telle société s'est fait hacker, telle société s'est fait hacker. Et actuellement, le coût moyen au Canada, parce que comme je reste au Canada, donc je connais un peu plus les chiffres du Canada, le coût moyen pour les entreprises qui se sont fait hacker, le coût coûte en moyenne 5 millions, un peu plus que 5 millions de dollars. Donc, ce qui est quand même très, très, très élevé. Récemment, je suis tombé sur un article qui parlait du coût de tout ce qui est criminalité en Afrique. Ça, c'était fait par le magazine Forbes Africa. Donc, ça disait que en Afrique, la cybercriminalité coûte à l'Afrique environ 4,2 milliards de dollars. Donc, ça, c'était du magazine Forbes Africa. Peut-être que vous le connaissez. Ça aussi, également, on peut vous les mettre dans nos références. Donc, récemment, ici, on a parlé de Desjardins. Desjardins, c'est une coopérative avec laquelle, actuellement, nous, on a un contrat avec eux dans le cadre de la sécurité. Mais bien avant que nous, on commence, ils ont eu plus de 7 millions de fuites de données. Et puis, ça les a coûté plus de 100 millions. Donc, ainsi de suite. Puis, vous avez également Colonial Pipeline
Colonial Pipeline, ça c'était quelque chose qui était passé au début de l'année dernière. Donc, par rapport à tout ce qui était statistique, les gens qui hackent les données pour prendre les données, pourquoi ils le font? Et essentiellement, on les répartit dans cette catégorie. La grande majorité, plus de 50%, c'est vraiment au niveau monétaire. Il y a un intérêt financier, aller chercher des données, aller vendre ces données. Exemple, si j'arrive à avoir ton nom, ton numéro de téléphone, ton adresse, ton numéro de carte de crédit, je peux acheter plein de choses avant que tu te rendes compte, à moins que ta carte de crédit a des mécanismes de contrôle en place. Maintenant, les compagnies de cartes de crédit sont rendues un peu plus, font plus attention. Donc, disons que si je réside naturellement plus au Canada et que je me mets à acheter aujourd'hui en Asie, demain en Afrique, après-demain en Océanie, ils ont des mécanismes de détection pour savoir que la même personne ne peut pas faire toutes ces zones géographiques-là en espace de si peu de temps. Donc, il y a également tout ce qui est d'État à État, des États qui essaient d'utiliser tous les systèmes informatiques pour hacker d'autres États. On pense beaucoup à toutes les, dans les médias, les accusations contre la Russie, contre la Chine, même contre les États-Unis. Donc, tous les États font du cyberpiratage entre eux. Il y en a également des gens qui le font par pur activisme, c'est-à-dire ils voient une situation qu'ils pensent que c'est injuste, donc ils vont exposer toutes les données dans un but purement, on va dire, humanitaire. Selon eux, quelque chose qui doit être juste. Donc, si on pense entre autres à Julian Assange, de l'Américain qui avait fourni tous les documents du gouvernement des États-Unis à travers Wikileaks et tout ça. Et ça peut être également des gens qui vont juste le faire par pur amateurisme. Ils appellent ça des thrill attacks. En général, les gens qui font les attaques, ils ont un pattern bien identifié. Puis c'est le même pattern que les gens qui font la sécurité éthique font la même chose. Donc, au début, il y a 6 phases. Dans un premier temps, ils vont faire la planification de qu'est-ce qu'ils veulent attaquer. Dans un deuxième temps, ils vont savoir, ils vont essayer de collecter le maximum d'informations sur la personne à attaquer ou le site à attaquer. Donc, dans ce cas-là, ils vont utiliser les Whois ou Google. Ils vont essayer également d'utiliser des outils comme Nmap pour scanner et puis découvrir les différents ports en vue de voir quels sont les ports qui peuvent être vulnérables. Par exemple, si vous utilisez des ports 80, ce sont des ports qui ne sont pas recommandés sécuritaires, ainsi de suite. Vous utilisez des protocoles comme FTP et tout ça. À la suite de ça, une fois que on a détecté vos vulnérabilités, on est capable après de les exploiter à travers des outils comme Metasploit. Et à la fin, si c'est des gens qui sont qui font de la sécurité éthique, ils vont vous donner un rapport. Mais si c'est des gens qui ne font pas la sécurité éthique, c'est-à-dire des gens qui vous payez pour vérifier est-ce que vos systèmes sont vulnérables, ils vous donnent pas des rapports. Quelles sont les données à protéger? Donc, avant de savoir quelles données protéger, il faut savoir d'abord qu'est-ce qu'on a. Donc, on dit toujours qu'on est mieux capable de mettre des mécanismes de protection si on connaît l'inventaire de nos actifs et puis on arrive à les catégoriser, les classifier par importance. Donc, dans ce cadre-là, on commence toujours par identifier nos actifs, tous les actifs de l'organisation. On parle de matériel logiciel, les services, ainsi de suite. On fait une catégorisation et une classification. On va après appliquer sur nos différents actifs informationnels. Donc, dans ça, on appelle en vue d'établir une matrice de habilitation. Donc, disons que je suis général de l'armée. Je peux avoir droit à certaines informations qui sont classées top secret. Et si je suis un jeune recrue de l'armée, je vais peut-être avoir des informations beaucoup moins confidentielles qu'un général de l'armée. Donc, dans le cadre de cette classification des données-là, on établit des labels comme
top secret, les données qui sont classées comme top secret, les données qui sont classées comme secret, les données qui sont classées comme confidentielles, et puis les données qui sont comme déclassifiées, qui sont non confidentielles. Exemple, tout le monde peut voir. Exemple, tu vas sur le site de l'armée, tu vas avoir certaines informations pour dire, on fait des recrutements, on fait ceci, on fait cela. Ça, c'est les données qui sont déclassifiées. Mais par contre, le plan pour aller attaquer les bases pour une autre, les bases pour une autre, dans un autre pays, ça, tu vas jamais trouver ça sur leur site web. Ils vont être classés probablement secret ou top secret, parce que ces informations-là, seulement certaines personnes peuvent voir. Donc ça, c'est au niveau de la classification. Ça, c'est au niveau de, cette classification-là est utilisée par l'armée américaine pour faire la classification des actifs. Côté de la France, ils vont plus utiliser sensible, confidentiel, interne et public. Et si vous regardez ici, déclassifié ou public, ça veut dire la même chose. Ce sont les données qui n'ont pas besoin d'être protégées. Donc, on n'a pas besoin de prendre des mécanismes spécifiques pour les protéger. Mais par contre, il est confidentiel, on va s'assurer que ces données-là sont, même si tu le prends, tu ne vas pas pouvoir l'exploiter. Donc, dans les films, quand vous allez voir des données qui sont confidentielles arrivent souvent dans une valise, et puis c'est dans une autre valise, et puis c'est fermé à clé, et puis c'est déposé dans un endroit. Bon, ça c'est juste un extrême. Cela veut dire que même si avant d'avoir la valise, il va falloir que tu passes à travers une porte qui est sécurisée. Quand tu vas passer la porte, il va falloir trouver la pièce où il y a la valise. Dans la valise, il faut avoir la clé. Donc, c'est très difficile de l'avoir. Donc, voilà. Donc, pour les données qui sont considérées confidentielles, il y a souvent des mécanismes spécifiques qu'on va prendre. Maintenant, on a déterminé dans nos actifs quelles sont les données qui sont classées confidentielles, non top secret, interne ou public. On va faire des matrices de habilitation. Donc, tantôt, je vous parlais, si j'étais un général, j'ai peut-être droit à certaines choses que une nouvelle recrue n'aura pas. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On met d'un côté les profils d'habilitation et de l'autre côté les profils de la matrice d'habilité. Donc, d'un côté, il y a tout ce qui est secret, tout ce qui est top secret, secret, confidentiel, et puis d'un côté, il y a tous les profils. Donc, si je suis, exemple, un général de l'armée, j'aurai probablement ici. Mais quelqu'un qui est recrue aura peut-être ici ou à la rigueur ici. Cycle de vie des données. Cycle de vie des données, quand on parle de cycle de vie des données, on sait que les données, ils transigent à travers un cycle. Et puis, les données, il y a 3 états en général. Donc, soit la donnée, vous la prenez et puis elle se trouve sur une clé USB. Elle se trouve sur une clé USB ou la donnée, vous êtes en train de l'envoyer à un de vos collègues de travail, par exemple une clé USB comme ça. Donc, la donnée, elle est ici actuellement, elle est en repos. Donc, mais par contre, la donnée ici doit être protégée parce que ça, si je perds ça, disons que mon voisin, il ramasse ça, il met ça dans son ordinateur. S'il y a le registre de tous les clients de la banque, il va avoir les accès de tous les clients de la banque. C'est pour ça que la donnée doit être protégée, même si elle est en repos. Elle est en repos parce qu'elle est sur une clé, elle n'est pas en utilisation. La donnée doit être également protégée lorsqu'elle est transférée d'un point A à un point B. Ils appellent ça data in motion. Donc, c'est les données qui sont transférées d'une place à une autre. Puis, la donnée doit être également transférée lorsqu'on est en train de l'utiliser. Donc, lorsque tu utilises une donnée, tu dois t'assurer que seulement les gens qui ont droit peuvent avoir accès à la donnée. Puis, dans certains systèmes, à certaines places où je travaille actuellement, si je veux sortir les données, il va y avoir des mécanismes de protection qui sont là, qui vont me dire, Timoko, tu peux pas envoyer ça à un courriel à Gmail. Tu peux juste l'envoyer à un courriel de chez le client. Donc, cycle de vie des données, les données en général, il y a un cycle en anglais qui appelle ça CUSAT. Il s'agit de la création de données. Au début, elle est créée, elle est sauvegardée, elle est utilisée, elle est partagée.
elle est archivée, elle est détruite. Et n'importe quelle donnée que vous allez prendre, je vous défie de me mettre en question. Toutes les données vont suivre ce cycle-là. Donc, protection des données durant leur cycle de vie. Les données, lorsqu'ils seront en repos, comme ici, on recommande d'utiliser l'encryption, c'est-à-dire sur chacune des clés, installer des logiciels qui permettent d'encrypter les données. Donc, si tu viens pour utiliser la clé, elle est encryptée. Donc, ça veut dire même si je perds la clé, par méga, ça peut arriver, ou que je traverse l'aéroport ou j'oublie mon sac, quelque chose d'arriver, la donnée, elle est toujours protégée. Donc, même si quelqu'un d'autre retrouve la clé, il peut rien faire avec. Donc, il y a également des ordinateurs, même Apple l'utilise maintenant, qui utilisent des technologies comme TPM ou des technologies comme CID. Les données qui sont en transit. Donc, lorsque vous allez utiliser les données pour les envoyer d'un point A à un point B, exemple, votre correspondant est en Côte d'Ivoire, vous devez utiliser des protocoles qui sont sécurisés. Donc, on parle entre autres d'utiliser des protocoles comme HTTPS, utiliser si vous faites un FTP, ne faites pas juste le FTP, utilisez plus le Secure FTP, ainsi de suite. Donc, ici, c'est les mécanismes qui sont en place. Les protocoles à utiliser sont TLS 1.2 ou plus, ou IPsec. Les données en cours d'utilisation, il y a différents mécanismes de protection par rapport à cela. Donc, vous pourriez avoir des outils comme des DLP. Je ne sais pas, pour ceux qui ont OneDrive inclut DLP. Et dans le DLP de OneDrive, tu peux dire, exemple, la donnée, elle ne peut pas sortir de l'organisation. Tu peux faire comme ça. Ma donnée, elle ne peut pas sortir de l'organisation. Ma donnée, elle peut pas... On peut juste l'envoyer, exemple, à l'intérieur entre nous, mais elle ne peut pas sortir. Donc, ça, c'est des mécanismes qu'ils appellent Data Loss Protection ou protection des données contre la perte de données. Donc, peut avoir également des contrôles d'accès qui sont renforcés, mais il y a toujours la vieille méthode qui est de faire un log sur les différents accès, les journaux qu'on effectue actuellement. Donc, est-ce que certains d'entre vous utilisent une de ces pratiques-là, que c'est une journalisation des accès? Je suis pas mal sûr qu'il y a beaucoup de places qui l'utilisent, surtout les banques. Est-ce que c'est le cas? Yalko, est-ce que c'est le cas chez vous? Ok. C'est bon. Yalko, tu veux dire quelque chose? Oui? Allez-y. Comment? Ok. Donc, je continue. Dans le cycle de vie de protection des données, on parle ici de différents mécanismes en place. Donc, au niveau de la création, les mécanismes de protection à mettre en place peuvent être la catégorisation et la classification. Au niveau de la sauvegarde des données, il est important de s'assurer que les données qui seront sauvegardées vont être encryptées ou que vous utilisez des outils comme des DRM. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé comme Amazon, Kindle ou d'autres outils de tout ce qui est lecture électronique. Ces outils-là, souvent, quand tu vas vouloir imprimer, c'est pas possible. Tu vas trouver que la fonction d'impression, elle est inexistante. Ou on peut te permettre seulement d'imprimer 10% du matériel, mais pas plus. Ou même faire du copier-coller seulement sur 10% du matériel, mais pas plus. Donc, si vous voulez en prendre plus, ben, ce ne sera pas possible. Les données en utilisation, on parle ici de DRM. Je peux te montrer un peu. Les données en utilisation, ici on parle de DRM, de journaux des activités, ainsi de suite. Lorsqu'on fait du partage, il est important d'utiliser la protection de tout ce qui est hashing. Hashing, ça permet de vérifier l'intégrité. Donc, l'information qui a été envoyée, est-ce que c'est la même information qui a été reçue
est-ce que ça a été altéré sur le chemin ou pas. On utilise également tout ce qui est cryptographie. Donc, au niveau de l'archivage, il y a la protection, il y a l'archivage, sécurité physique, il y a également la cryptographie. Donc, quand vous archivez vos données, même si c'est sur un disque dur externe, il est important que le disque dur soit également protégé par le même niveau de protection que sur les disques durs que vous utilisez de façon active, même si le disque dur est utilisé juste pour elle est utilisée juste pour la sauvegarde à long terme, l'archivage. Il y a également la protection des données au niveau de la destruction des données. Donc, qu'est-ce qui arrive? Souvent, disons que je prends mon ordinateur actuel et que je dis, ça fait 5 ans que j'utilise, 7 ans, ça fonctionne plus, c'est un peu lent, et puis je me dis, je vais me débarrasser de mon ordinateur. Donc, je prends mon ordi, je vais le laisser, je vais le jeter. Donc, ça ici, c'est comme un des ordinateurs de un des clients. Tout ça, je vais le jeter. Donc, mais par contre, si je jette cet ordinateur-là, qu'est-ce qui arrive? C'est que même si je reformate le disque dur avant de jeter, cela ne veut pas dire que le disque dur est complètement effacé de toutes les données. Ce qui arrive réellement, c'est qu'il y a juste une nouvelle allocation qui est effectuée. Il faut faire une démagnétisation ou utiliser les logiciels de réécriture qui permettent de faire en sorte que même si je donne cet ordinateur-là, exemple, je décide de donner ça à un organisme de bienfaisance, mais par contre, il faudrait qu'avant de le donner, je fasse de la réécriture sur le disque dur ou que j'enlève complètement les disques durs. Sinon, à l'état actuel, même si je fais le formatage que Windows nous propose par défaut, je ne serais pas capable, il serait toujours capable de retirer l'information qui est sur mon poste. Donc, des fois, c'est déjà arrivé que des organismes, dans les soucis de bien faire, se sont départis d'un lot d'ordinateurs. Ils ont donné ça à des commissions scolaires ou à des organismes de bienfaisance. Mais c'est tombé entre les mains des gens qui n'étaient pas forcément très bien intentionnés. Donc, ils ont réutilisé des techniques de restauration pour pouvoir restituer les informations qui étaient sur l'ordinateur. Donc, même si vous départissez de votre ordinateur ou de vos serveurs, faites attention. Il y a toujours la vieille technique qui est de la destruction physique du disque dur. Il y a également la possibilité de faire la démagnétisation. Ça, c'est des outils spécifiques qui permettent d'envoyer des ondes magnétiques sur un disque dur, de faire en sorte que les données qui sont sur le disque dur ne sont plus récupérables. Et pour ceux qui utilisent les clouds, le cloud, ça veut dire tout simplement que vous hébergez vos données chez un fournisseur de services externes. Les plus connus sont Amazon à travers AWS. Vous avez également Google Cloud, je pense qu'il y a Alibaba Cloud aussi, et puis je pense qu'il y a Azure aussi, Microsoft Cloud. Ça, c'est comme les plus connus, on va dire, sur le marché. Mais il y a également d'autres clouds comme Oracle et autres. Donc, si vous envoyez également vos données dans les clouds, il est toujours recommandé d'encrypter vos données avant de les envoyer dans les clouds et à la fin d'appliquer ce qu'ils appellent des crypto shredding, c'est détruire les clés d'encryption pour que les données ne soient plus récupérables. Parce que si vous mettez vos données chez Azure, qu'est-ce qui arrive? Vous ne pouvez pas vous rendre, vous savez même pas où est le serveur physique. Donc, vous savez pas si Microsoft, en se départissant des serveurs, il va faire le mécanisme de destruction ou pas. Donc, il est toujours recommandé d'encrypter vos données avant de l'envoyer dans le cloud et que vous gardez vos clés à votre niveau. Donc, au niveau de l'identification des rôles, il y a une gouvernance à faire à travers cela. Donc, pour mettre en place un processus de protection des données comme il faut mettre en place des rôles qui sont connus. Donc, les rôles qui reviennent le plus souvent, ce sont les rôles d'utilisateurs, les gens qui utilisent les données. Il y a également des rôles de propriétaires de données, les gens qui vont garder vos données. Exemple, la banque qui garde les données de ses clients. Il y a également
toutes les personnes qui vont traiter les données, exemple les DBA et autres, qui appellent les data controllers. Il y a également des gens qui vont garder les données, c'est les gens qui vont faire les rapports, des choses comme ça. Il y a également les gens qui sont les propriétaires des données. Donc, il y a tout un mécanisme à mettre en arrière en fonction de cela. Donc, et dépendamment de où est-ce que vous vous trouvez dans le monde, il y a également des lois qui peuvent être applicables à vous. Donc, si votre pays fait partie de l'Union africaine, comme c'est le cas pour le Mali, il y a des règles qui s'appliquent à nous. Donc, il y a une convention de l'Union africaine qui parle de la protection des données. Donc, de toute façon, la présentation, pour les gens qui ont assisté, on pourrait vous l'envoyer plus tard. Il y a également, côté Union européenne, vous allez beaucoup entendre parler de GDPR. Donc, ça ici, ça c'est pour côté Union africaine. Donc, il y a plein d'informations là-dessus que vous pouvez voir. Les documents, en partie ici, sont en français. Donc, il y en a d'autres aussi qui sont en anglais. Mais c'est les mêmes thèmes. Donc, côté Canada, il y a ce qu'ils appellent PIPEDA. C'est pour ça, c'est aussi pour la protection des données. Donc, au niveau de la mise en place de tout ce qui est gouvernance des données, il y a 3 grands volets. Il y a un volet processus qui est important. Il y a un volet outils. Il faut s'outiller pour avoir les bons outils à mettre en place. Exemple, je vous ai parlé de DLP, je vous ai parlé de mettre en place des protocoles sécurisés, ainsi de suite. Il y a également un volet de formation. Donc, on a beau mettre en place tous les outils, si les utilisateurs sont pas bien formés, ils vont utiliser l'outil un peu n'importe comment. Donc, le volet formation des ressources humaines, que ce soit pas seulement les utilisateurs finaux, mais également les DBA, les gens techniques, ça c'est très important également. Tantôt, je vous ai parlé de données qui peuvent être, je vais essayer de le faire grandir ici. Tantôt, je vous ai parlé de données comme si c'était top secret, ça doit être dans une valise qui est dans un coffre et puis une chambre sécurisée et puis tu passes à travers une porte sécurisée pour y accéder. Donc, protection des données, c'est un peu le même mécanisme. La donnée, elle est ici. Disons que tu as ta donnée confidentielle qui est là, mais tu vas mettre plusieurs couches par-dessus. Ça, c'est une architecture qu'ils appellent sécurité en défense. Donc, qui permettent de protéger la donnée avant d'arriver à la donnée. Disons que tu es ici, tu vas passer à travers tous ces mécanismes-là avant d'arriver à la donnée. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Soit tu vas être découragé, ou ça va te prendre tellement de temps qu'on va te prendre en train d'essayer de voler la donnée. Donc, il y a plusieurs meilleures pratiques pour vous encourager dans la protection des données. Entre autres, vous avez que ce soit au niveau du cloud ou au niveau local, vous avez la catégorie. Il faut catégoriser et classifier vos données. Il faut avoir une politique de destruction des données en place qui est alignée avec votre secteur. Par exemple, si tu es dans le domaine financier, ici, au niveau des impôts, même si tu fais ta déclaration d'impôt, tu as comme un 5 ans où tu dois garder les traces des données. Donc, il y a également des meilleures pratiques que vous pouvez adopter sur ISO 27001, ISO 27017, ISO 27018, ainsi de suite. Donc, des questions? Avant d'arriver à la question, je vais peut-être laisser BCD vous envoyer, vous montrer comment marche le sondage sur le webinaire qu'on va vous envoyer également. Puis on va vous demander de remplir le sondage parce que ça va nous faire un plaisir de savoir quel est d'autres webinaires qu'on peut vous offrir et puis quelles sont les formations qu'il y a un intérêt pour les clients dans notre domaine. Donc, on pourrait également offrir ces formations-là. BCD, je peux te laisser partager ton écran ou tu veux que je clique sur le lien pour que tu l'expliques. Tu peux en fait laisser l'écran, je vais juste expliquer comment ça marche. OK. Ben, comme ça c'est le sondage que tu vas envoyer aux gens, n'est-ce pas? Oui. OK, très bien. Bonjour tout le monde et merci de prendre votre temps, d'avoir pris votre temps de rejoindre notre webinaire gratuit sur la sécurité informatique et la protection des données. Donc, comme vous voyez sur l'écran, donc ce webinaire est en fait conçu pour
vous donner en fait une image et aussi vous donner en fait des feedbacks et ce que vous avez appris lors de ce webinaire. Donc, comme vous voyez ici, on a en fait au moins 10 questions que vous devez en fait remplir. Vous allez en faire en fait et remplir de votre propre idée. Donc, ça va en fait nous aider de sélectionner les webinaires à venir ou en fait de voir comment ça a été notre webinaire qui se passe aujourd'hui et comment on peut en fait améliorer. Donc, comme vous voyez ici, ce que je vais faire après la session d'aujourd'hui, nous allons vous envoyer un courriel avec le matériel que vous avez vu sur le webinaire. Donc, avec les liens aussi des surveys. Donc, ça va pouvoir vous aider en fait à améliorer ce que nous avons fait aujourd'hui et puis ce que nous allons en fait sélectionner pour les jours à venir du webinaire. Merci, Bissili. Donc, je reviens ici. Avec une section de questions. Est-ce qu'il y avait des questions? Est-ce qu'il y avait des questions ou tout est clair? Si tout est clair, vous pouvez lever le pouce. Si vous avez des questions, si c'est clair, juste faites comme ça, c'est clair pour vous. Et sinon, juste levez les doigts. Que tout est bon. Bien. Merci Alassane, c'est clair. Sinon, on dit que c'est clair aussi. Juste voir les autres participants. Mariko, c'est clair? Est-ce que tu as une question? Oui, on pourrait partager le lien sur la session d'enregistrement, mais le lien, il va être déposé également sur notre plateforme LinkedIn ou YouTube de la compagnie. Donc, on pourrait plus tard vous envoyer également le lien là-dessus. Bissili va prendre ce relais-là. N'est-ce pas, Bissili? Oui. Okay, merci. OK. On va l'éditer un peu avant. Après, on va vous envoyer le lien une fois fini. Je vous remercie de participer à notre webinaire. Puis, je vous encourage également à remplir le sondage qui est là. Ça va nous permettre de nous améliorer. Ça nous permet également de savoir quels sont les autres sujets qu'on pourrait vous proposer. On a déjà fait des webinaires sur l'archivage numérique. On en a déjà fait sur ISO 27001. On en a fait sur ITIL. On pourrait en faire encore sur ITIL, l'implémentation des outils, tout ça. Et s'il y a d'autres suggestions que vous voulez qu'on adresse, on pourrait également la faire là-dessus. Et par ailleurs, on a également on a notre catalogue de formation que on pourrait vous on va vous envoyer avec le lien où on a plus d'une 40aine de formations qu'on offre aux entreprises. Donc, la plupart de ces formations-là sont soit en mode auto-formation ou en mode en classe, tout ça. Donc, ou ça peut être également délocalisé, que ce soit au Mali ou ailleurs. Donc, si vous avez plus tard des questions, n'hésitez pas, puis il nous fera un plaisir de vous accompagner dans ce sens-là. C'est bon? Donc, merci tout le monde.